Welkom bij EX Academy voor deze sessie gewijd aan kunstmatige intelligentie. Ciao a tutti, è fantastico che IEX organizzi questo tipo di incontro. لو أخبرني أحدهم يوما ما أنني سأتحدث 77 لغة لم أكن لأصدق ذلك. Estoy realmente encantado de estar aquí. Vamos, empecemos. ¿Ya es hora? Bienvenue à tous et à toutes لو أخبرني pour أحدهم ce يوما ما live أنني organisé سأتحدث par 77 Wimedia لغة et لم IEX أكن Academy. On va parler aujourd'hui d'intelligence artificielle, de nouveaux enjeux Come on, pour le that's not métier, en over. Here we particulier go. ceux de la I have the communication. privilege of Et moderating pour en this parler, debate. j'ai à côté de Let's get moi started. deux entrepreneurs, Estoy realmente Jérémy encantado de estar Allemand aquí. et Dominique Vamos, empecemos. Manciatordi. Ils Ya ont es tous les hora. deux plusieurs casquettes. Welkom bij Et EX donc, Academy voor deze on va sessie directement gewijd rentrer dans le sujet. Je vais vous poser des questions Добро par rapport пожаловать d'abord à la в communication. создание Qui видео vous с êtes Agent. Est-ce que vous Просто pouvez введите свой m'expliquer сценарий, чтобы начать. en deux mots quelle est votre activité? Je sais qu'il y a une activité plus RH du côté d'Amélie et une activité plutôt gamification et aussi formation du côté de Dominique. D'abord, Amélie, est-ce que tu pourrais rapidement te présenter? Oui, alors donc, je suis Amélie Allemann, la fondatrice de Bitune, qui est une start-up innovante au niveau du recrutement. Et donc, on a plusieurs activités, tout ce qui est vraiment marque employeur. On a également tout ce qui est création de contenu. Donc, vraiment, les nouveaux médias, c'est notre terrain de jeu. Donc, vidéo, podcast, newsletter. Et puis, on a lancé deux SaaS. Donc, la création des sites carrières et également application tracking system. Donc, tout le suivi des candidatures avec beaucoup d'intelligence artificielle. Alors, il y a rapidement là déjà 2-3 mots de jargon. Marque employeur, en deux mots, qu'est-ce que c'est? C'est que le marketing RH. Le Donc, on fait beaucoup de marketing marketing produit-service, la même chose, mais au niveau des employés. Pourquoi quelqu'un doit venir bosser dans ta boîte et pas chez ton concurrent pour le même job, le même salaire, en gros? Ok, donc ça, c'est une première activité où tu Ouais. vas t'occuper de la communication des entreprises au niveau RH. Donc, comment est-ce qu'on attire plus de candidats dans certaines entreprises qui ont du mal à recruter certains profils? Ouais, il y a deux niveaux, stratégie, Ouais. employee value proposition, etc. Et puis, en général, créer tous les outils de communication qui vont permettre en fait, de se différencier et de toucher son bon public. Ok, et l'autre partie, alors là, il y avait pas mal de jargon. Il y avait SaaS et puis le tracking system. D'abord, Ouais, le SaaS, sorry. qu'est-ce que c'est? Donc, software as a service. Mhm. Donc, en fait, on a développé, donc si tu veux, on a une plateforme Bitune.be sur laquelle on a reçu plus de 70 000 CV en 3 ans. C'est énorme. 70 000. Ouais. Et Ok. donc, les clients me disaient souvent, mais j'adore comme tu communiques, je veux la même chose, mais sur mon site carrière à moi. Et donc, en fait, on a redéveloppé en marque blanche la création de site carrière. Et donc, directement, quand on clique sur le job, plutôt qu'avoir 5 à 10 clics pour avoir un vieux PDF, on prend la main, on crée les landing pages, le customer journey pour vraiment attirer les talents sur les réseaux sociaux, là où ils sont, et venir les convertir sur votre site carrière. Ok, donc d'un côté, on a la communication et de l'autre côté, on a l'outil qui va réellement aider au quotidien les responsables du recrutement dans différentes entreprises. Tout à fait. C'est ça? On réinvente pas la roue, mais on prend tout ce qui est innovation entre la stratégie, la communication, la vidéo, la tech, et on vient voir en fait comment on peut apporter de la valeur ajoutée dans le recrutement. Super. Dominique, en deux mots, qui es-tu? Donc, moi, je suis également entrepreneur et je suis plutôt spécialisé effectivement dans les techniques d'engagement, alors que je pratique de différentes façons, notamment à travers la gamification, qui est l'utilisation des techniques du jeu, principalement du jeu vidéo, pour créer cet engagement, cette motivation chez les utilisateurs, chez les employés, donc c'est un peu RH aussi, et chez les clients à travers des programmes de fidélité marketing gamifiés, par exemple. Donc, je le pratique de différentes façons avec une société de développement d'applications mobiles qui s'appelle Hop, une société d'UX, d'expérience client d'utilisateur qui s'appelle Great, et différentes autres activités, mais je l'enseigne dans différentes écoles aussi, donc HEC Liège, ici à l'IEX, à Solvay Business School et à l'EDEC à Paris. Donc j'essaie de mélanger la théorie et la pratique. Donc avec mes équipes, on bosse sur des projets très concrets pour des entreprises qui sont des grands comptes ou des startups. Et après, je pars évangéliser ou remettre de l'ordre dans ma tête à travers des cours, des conférences et des workshops sur le sujet. Et je me passionne également depuis plus de 10 ans pour l'intelligence artificielle. Ce sujet rejoint mes autres activités puisque l'IA est partout. On va sans doute en parler aujourd'hui, mais elle est aussi dans l'expérience utilisateur. Ok, super intéressant. Donc, je retiens plusieurs mots-clés ici. Je retiens notamment l'engagement, comment on fait en sorte qu'un utilisateur utilise un outil en particulier. Je retiens aussi l'aspect plutôt design, le graphisme, et je retiens aussi la partie formation. Donc, tu enseignes à plusieurs endroits, dans plusieurs universités, si j'ai bien compris. C'est ça? C'est ça. Super. Bah, écoutez, Amélie, j'ai envie de poser la première question chez toi. Au niveau RH, aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut rester performant? Comment est-ce qu'on attire les meilleurs talents? Est-ce que c'est si dur que ça d'attirer des talents? Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'étudiants qui nous suivent.
et peut-être aussi pas mal d'étudiants qui viennent de sortir, Ouais. ils se disent peut-être, bah, moi je suis là, j'ai envie d'aller travailler. Pourquoi est-ce que c'est si dur de me trouver? Euh, Je pense qu'en fait, au niveau du recrutement, il y a plein de choses à faire et c'est ça qui est génial. Le problème, en fait, c'est qu'il y a très peu d'évolution. Donc, les recruteurs sont pas des marketeurs, sont pas des digital natifs et utilisent souvent les vieilles techniques de recrutement. Et aujourd'hui, les job boards, c'est dead. Donc, moi, je pars du principe qu'il faut aller chercher les gens là où ils sont, avec le bon média, le bon message, pour venir les convertir là où on veut et commencer, en fait, vraiment une relation. Pour ça, en amont, pardon, il y a tout ce qui est marque employeur. Mhm. Et puis, il y a plein de choses à faire pour vraiment, un peu comme en marketing, créer des funnels pour venir aller chercher les gens et venir les convertir pour Ok, c'est ça. Donc, tu es en les train de recruter. dire que une entreprise qui recrute aujourd'hui, un job board, c'est pas le meilleur moyen. Le meilleur moyen, c'est de communiquer sur l'entreprise Mhm. et d'attirer comme ça des candidats. Ok. Ouais. Bien retenu que tu m'as dit aussi qu'il y a eu plus de 70 000 candidatures qui sont passées par Bituned en 3 ans, je pense. Ouais. 70 000, moi je retiens aussi une chose, c'est que quand on parle d'intelligence artificielle, on dit souvent que la data, c'est super important. Du coup, toi, tu es assise un petit peu sur une mine d'or, j'ai Mhm. l'impression, 70 000, ça me paraît quand même énorme. Mhm. À partir de là, quels sont les enjeux pour toi? Quelles sont les opportunités qui se dessinent quand à la fois on voit autant de données, 70 000 candidatures, mais en même temps on voit des nouveaux enjeux avec ChatGPT, l'intelligence artificielle de manière générale. Qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Mais au fait, c'est une question très large qu'on pourrait aborder de plein de manières différentes. Moi, ce qui est important, c'est que l'intelligence artificielle dans le recrutement, on l'utilise depuis que je fais du recrutement. Donc, ça fait 17-18 ans, à plein de niveaux. Maintenant, ça commence à se démocratiser, tout le monde en parle. Et donc, on peut l'utiliser vraiment sur tout ce qui est parsing. Donc, ce que j'appelle parsing, c'est l'analyse des données, donc d'un CV. Directement identifier les bons skills, son lieu, les langues, etc. Dans tout ce qui est automatisation et tout le process de recrutement. Il y a également, au fait, dans la création de contenu, dans la création des sites carrières pour vraiment bien parler au bon persona, dans l'employer branding. Vraiment, il y a plein d'outils qu'on peut utiliser, qu'on mettra en place, au fait, pour aller parler aux candidats, les attirer et les convertir. Quand tu dis on peut l'utiliser, est-ce que c'est un doux rêve ou c'est quelque chose que tu utilises déjà maintenant? Nous, on l'utilise à plein de niveaux. Donc, tout d'abord, dans la création de contenu, parce Ok. qu'avoir une super marque employeur et pas la révéler et pas aller se différencier sur les réseaux, ça sert à rien. Donc, on crée du contenu, moi, tous les jours sur ChatGPT. Donc là, je me Ok. suis pas mal formée et c'est vraiment un peu comme mon brainstorm. Je lui fais mon script, enfin, je lui fais un peu un brainstorm comme tu ferais à une agence. Ça te permet vraiment de bien canaliser, analyser ce que tu veux faire. Et puis, j'interagis avec lui, et puis je viens rajouter une couche au fait de qualité au-dessus, avec ma valeur ajoutée. Donc vraiment créer du contenu, aller le diffuser sur tous les réseaux sociaux avec le bon format, aller extraire des données, aller extraire des informations sur des sites web, dans des PDF, etc., etc. Pouvoir créer des shorts, des réels, créer des contenus vidéo plus percutants, du motion design avec l'IA. Enfin, il y a moyen d'aller vraiment dans plein de choses. Ouais. Et je parle tellement que je ne sais plus la question. Ben voilà, en fait, je te demandais, est-ce qu'aujourd'hui, Oui, l'intelligence tout à fait. artificielle, c'est un doux rêve parce que voilà, tu es assis sur pas mal de données. Est-ce que tu l'utilises? Donc, tu m'as répondu que tu utilisais dans le brainstorming, la génération d'idées, dans Création de la contenu, diffusion, dans la création de contenu. production de vidéos. Ok. Puis on l'utilise, comme je l'ai dit, dans l'analyse des CV, dans le parsing, dans la création de bases de données. Et puis dans la création également des sites carrières, parce que quand on va créer un site carrière, on a automatisé des prompts pour directement créer du contenu. Ok. Donc, ça veut dire que tu utilises pour le site carrière ChatGPT derrière ou c'est une intelligence artificielle différente? Oui, au fait, on mixe plusieurs choses, mais le but, c'est qu'on va plus vite dans la création du contenu. Quand on a vraiment bien identifié une marque employeur, le tone of voice, etc., on peut créer des contenus marque employeur beaucoup plus rapides pour les sites carrières. Ok. J'ai noté 2 axes ici pour ce live. Un premier axe où l'idée, c'est de balayer un petit peu les menaces et les opportunités de l'intelligence artificielle. Et un deuxième axe où on parlera plutôt des outils. Donc, on reviendra, à mon avis, sur l'utilisation des outils. Ok, très bien. Bah, donc, déjà pas mal de choses sur lesquelles on pourra rebondir en deuxième partie. Dominique, tu nous as dit 10 ans que tu utilises déjà l'intelligence artificielle.
ChatGPT, à quoi? À peine 1 an, on va bientôt fêter le premier anniversaire. Après, il y a eu GPT avant, je pense. Mais est-ce que toi, tu as vu une différence? Je suppose que tu vas me dire oui, c'est un peu naïf comme question. Mais comment tu as vu l'AI? Si on dézoome un petit peu sur ces 10 ans-là, comment est-ce que tu vois Oui, l'AI, donc l'AI, le terme a été inventé en 56, donc c'est post-Deuxième Guerre mondiale, c'est Alan Turing et son équipe au départ, c'est très très ancien en fait, hein. Même si on remonte avant ça, on peut parler d'intelligence artificielle Ouais. très très tôt dans l'histoire de l'humanité. L'intelligence artificielle informatisée a d'abord reproduit les comportements humains de manière très très mécanique. La vraie révolution qu'on vit aujourd'hui et qui a rendu la chose mainstream, c'est le génératif. Donc, on parle d'IA générative. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire. C'est qu'elle est capable de créer des choses et de penser des choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Pour prendre un exemple très clair, vous apprenez à un ordinateur à traduire une langue, vous lui donnez les règles du français, les règles de l'anglais, l'ordinateur va traduire. C'est de l'intelligence artificielle light. La générative, vous lui donnez du français et de l'anglais, elle va vous créer une langue qui n'existe pas, mais qui est tout à fait crédible. La plupart des résultats de ChatGPT sont des résultats probables en termes de logique humaine et de langage humain. C'est pour ça que ChatGPT, par défaut, ne calcule pas, ne sait pas calculer. Si vous faites une multiplication genre 712 fois 413, vous allez avoir des résultats différents sur chaque ordinateur ou presque. Parce qu'ils seront tous crédibles et probables. C'est pour ça aussi qu'il faut se méfier des résultats qui sont donnés par l'intelligence artificielle. Mais donc, en gros, l'évolution, pour répondre à ta question, c'est que depuis 2 ans, 2 ans et demi, le génératif est là. Je fais très très court pour expliquer ce que ça signifie. Avant, on était en intelligence artificielle sur des modèles qui étaient des random forest, c'est-à-dire pour avoir un bon résultat d'analyse. Par exemple, si je veux prédire qu'un étudiant de l'IEX va réussir son année fin d'année, je vais séparer des groupes et je vais interroger son papa et sa maman dans un groupe donné, son meilleur ami dans un autre groupe, sa petite copine ou son petit copain dans un troisième groupe, ses professeurs dans un quatrième groupe. Et je vais prendre les résultats des 4 groupes et chacun va donner un avis en disant oui, je pense qu'il va réussir ou non, je pense qu'il ne va pas réussir. Et je vais agglomérer tout ça et avoir une réponse qui est la conjonction de tout. Ça, c'est le random forest, c'est ce qui était dominant jusqu'en 2017-2018. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans du GAN, c'est de l'adversatif, c'est-à-dire que ChatGPT, Midjourney, dont on va sans doute parler par après, ont un générateur de propositions. Vous lui dites à Midjourney, dessine-moi un chat qui fume une cigarette. Il va tenter des millions de propositions de chats qui fument des cigarettes selon les données qu'il a acquises. Et vous avez un discriminateur qui va aller chercher d'autres images et qui va les confronter aux images générées et dire ça passe, ça passe pas, ça passe plus ou moins. Jusqu'à ce que sur Midjourney, vous ayez 4 images proposées qui sont en fait la conjonction des deux, pour des millions d'images qui ont été refusées. C'est ça le génératif. Et c'est ce que l'humain, j'enseigne aussi les biais cognitifs qui me passionnent, l'humain ne réfléchit pas de manière rationnelle parce que notamment, il ne se contredit pas. L'humain adore aller dans le sens de ce qu'il pense être vrai par défaut. L'intelligence artificielle, une de ses forces, c'est de se contredire elle-même jusqu'à arriver à un résultat plus probable. Et c'est ça la révolution d'aujourd'hui. C'est ça. Donc, il y a une notion de probabilité dans la génération de contenu, qu'il soit image ou texte. Et tu dis, en effet, ChatGPT n'est pas très fort sur les calculs, donc il faut s'en méfier. Mais donc, du coup, tu fais le parallèle sur le fait que, en effet, s'il n'est pas bon en calcul, potentiellement, il n'est pas bon non plus sur du texte. Oui, c'est vite corrigé, hein. ChatGPT est parfait en calcul en lui installant un petit plugin mathématique qui lui donne les règles et qui lui impose de donner l'ordre mathématique avant l'ordre du langage. C'est un Large Language Model. Donc, ChatGPT estime qu'il doit d'abord parler votre langue et se faire comprendre. Et donc, quand il donne un mauvais résultat mathématique, ce n'est pas parce qu'il n'est pas capable de calculer. C'est parce que la logique du langage prédomine. Donc, il suffit de lui dire, non, mais attends, on va parler mathématiques maintenant. Donc, ChatGPT n'a pas de problème là-dessus. J'échange du coup une expérience personnelle sur le côté mathématique, hein, mais mathématiques niveau 0, niveau première primaire à peu près, puisque j'ai posé une fois la question, bah, tiens, est-ce que tu peux me donner la 5e lettre du mot Jérémy? Et alors il a fait une erreur, je pense qu'il m'avait donné une Y. Et ça, c'était sur GPT-3. Ensuite, j'ai posé la question sur GPT-4, et là, il m'a donné la bonne lettre. Mais du coup, pour le corriger, j'ai quand même demandé à ChatGPT, ben tiens, est-ce que tu peux compter à voix haute J égale le premier, E égale 2, et ainsi de suite. Et il s'est rendu compte par lui-même, en fait, en comptant à voix haute, de son erreur. Donc, c'est assez marrant de voir cette relation
qu'on peut avoir avec une intelligence artificielle, enfin, je dis relation, Oui. un peu comme si finalement on avait quelqu'un de réel, mais on est d'accord que c'est des calculs. Excellent exemple. Mais donc, dans ton exemple, si tu avais posé la question une deuxième fois à ChatGPT 3.5, il aurait donné probablement la bonne réponse. Et dans cet exemple, s'il a sorti le Y comme étant la 5e lettre, c'est probablement que c'était crédible. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de prénoms qui se terminent par Y, qu'il y a beaucoup de prénoms en 4 ou 5 lettres. Il a fait le mix de tout. Et il s'est dit, la lettre probable, c'est Y. Et il n'a pas utilisé le comptage dans son exemple. Ouais, c'est ça. Et ChatGPT 4 étant tellement plus puissant en termes de données que probablement par défaut, il a estimé que là, il fallait compter. On en est là. Ouais, c'est ça, 571 fois plus grand. Enfin, en tout cas, non. Alors, pour avoir fait une petite recherche un petit peu quand même pour préparer ce live, on est sur 571 fois plus de données sur lesquelles ChatGPT 4 a été entraîné et la version gratuite a été entraînée sur 100 trillions, je crois, de milliards de paramètres. Donc, c'est énorme. À titre comparatif, Wikipédia, c'est 3% de la base de données de GPT-3. Et même Google, on peut prendre Google, puisque la surprise en fait de l'année, c'est le dépassement de Google. Google, ça fait des années qu'on nourrit Google avec des données de recherche qui ont été écrasées par la force des données de conversation de ChatGPT. Bard, qui est l'outil de Google, et quand vous prenez tous les comparatifs de résultats qui sont donnés par les outils comme ChatGPT, le premier, de manière écrasante, c'est ChatGPT 4. Le deuxième, c'est ChatGPT 3.5. Bard est loin derrière, parce que l'avance se fait sur le big data, comme tu venais de le dire, l'écrasante force des données. OK. Pour recentrer le débat un tout petit peu sur les opportunités, les menaces, Dominique, du coup, quand tu as vu ChatGPT, tu t'es dit quoi? Tu t'es dit « Ah, c'est génial ». En zut, c'est pas. Enfin, qu'est-ce que tu t'es dit en fait? Si tu fais la relation par rapport à ton métier, est-ce que tu y as vu des opportunités ou au contraire, est-ce que tu t'es dit « Ah, on va me prendre une partie de ma part de marché ». Alors, il y a deux réponses. La réponse est clairement, si on prend le temps présent, ce n'est que des opportunités. Si on regarde plus loin à 3-4 ans, il faut se poser des questions. Mais là, aujourd'hui, nos métiers ne sont pas menacés, en tout cas pas beaucoup. Il y en a peut-être un ou deux qui sont menacés aujourd'hui directement, les traducteurs, pour prendre cet La exemple. traduction. Mais si je prends un autre exemple qui est clairement dans le collimateur, les avocats ne sont pas menacés du tout à court terme aujourd'hui, même si l'IA fait beaucoup de choses que les avocats font. Donc, avec mon équipe, on s'est tous posé cette question, les graphistes, les programmeurs, les project managers, les commerciaux, ce ne sont que des opportunités aujourd'hui. Et c'est aussi un travail sur l'ego. C'est-à-dire que moi, par exemple, une partie de ma fonction est commerciale, j'ai des offres à rédiger, je fais ça depuis 30 ans, j'accepte que ChatGPT soit un compagnon très qualifié pour rédiger une partie de mes offres et pour me suggérer des choses auxquelles je ne pense pas. Ok, intéressant. Du coup, je fais le lien avec peut-être 30 ans d'offres remises à des clients, les 70 000 candidatures. Donc là aussi, il y a des données. Est-ce que tu te dis ou est-ce que tu as déjà fait reprendre toutes les offres que tu as données à tes clients, les mettre dans une machine et entraîner ChatGPT Bien là-dessus? sûr, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, il faut vraiment, il y a une phase quand vous êtes dans une conversation avec un outil comme ChatGPT, il y a une phase d'input, qui est une phase de nourriture. Vous devez nourrir l'IA. Dans un de mes workshops, par exemple, un des exercices, c'est de créer un sketch de Gad Elmaleh. Ah oui. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des plugins qui vont prendre des vidéos existantes de Gad Elmaleh et on apprend à l'IA comment Gad Elmaleh conçoit l'humour, comment elle conçoit ses sketchs, etc. Puis je donne un thème et puis en fait, les groupes, au bout de 25-30 minutes, doivent arriver avec un sketch de 4 minutes qui est tout à fait crédible comme étant un sketch de Gad Elmaleh. Et c'est très bluffant. Mais la phase de nourriture est super importante. Ok. Du coup, je suis en train de réfléchir à ça, mais ça me fait sourire. Amélie, je reviens 2 secondes du coup sur les opportunités de côté RH ou plutôt les opportunités, je dirais, pour les candidats. Est-ce que finalement, qu'est-ce qu'il faut mettre dans un CV pour passer toutes les étapes, sachant que derrière, il y a de l'intelligence artificielle?
Je pense qu'il ne faut pas être bête, il faut l'utiliser et apprendre à l'utiliser de manière un peu intelligente. C'est justement, tu peux croiser les données de job descriptif pour voir les mots-clés et pour voir justement enrichir ton CV, créer une lettre de motivation un peu plus percutante et plus sexy. Tu peux faire ça assez facilement et justement, tu peux te libérer du temps pour aller rajouter une couche de créativité et beaucoup plus attrayante dessus, quoi. Ouais, donc ton conseil, ce serait de dire, bah oui, utilisons l'intelligence artificielle pour créer le CV, mais il n'y a pas spécialement une stratégie secrète pour faire en sorte qu'on ait un CV qui soit plus accepté par l'intelligence artificielle, quoi. Je pense qu'il ne faut pas oublier, ce sont des mots-clés. Donc justement, avoir les bons mots-clés pour pouvoir apparaître dans les occurrences, c'est important. Donc justement, peut-être nourrir l'intelligence artificielle, enfin le chat GPT par exemple, avec plusieurs jobs descriptifs ou le job descriptif, le site de la société, contexte, la culture, etc. Ça va pouvoir permettre d'avoir un CV, le tronc est commun, mais il est adapté par rapport à la... Il est personnalisé. Et donc je pense qu'il a plus de chances de passer, quoi. Après, je réfléchis tout haut, hein, mais je me dis qu'en effet, il y a eu l'ère Google où on a dit à beaucoup de communicants de parler en mots-clés. Mmh. Mais aujourd'hui, quand je parle à ChatGPT, un mot-clé a une signification. Mmh. Et donc, quelque part, si j'ai mis, j'invente communication dans mon CV et que je voulais parler de marketing pour un job de marketing, Mmh. il va se dire communication, c'est pas tout à fait le mot-clé, mais communication, il y a des liens à faire avec le marketing. Est-ce que finalement, je ne serais pas un bon candidat pour le marketing aussi? Ça dépend des outils derrière. Il Ça y en dépend a qui des sont un outils. peu plus intelligents que d'autres et qui peuvent justement faire de la sémantique, qui peuvent anticiper des fautes d'orthographe, etc., etc. Donc ça peut aller très loin, comme il y a des outils basiques. Donc ça dépend vraiment de beaucoup de paramètres, de ce que les clients utilisent dans l'analyse justement des CV, quoi. Dans tes clients aujourd'hui, est-ce que tu sais de me donner un exemple, enfin un chiffre peut-être en termes de pourcentage, combien utilisent déjà l'intelligence artificielle en entreprise, combien l'utilisent pas encore, à quel niveau, enfin toi qui es en contact avec eux, à quel niveau ils sont aujourd'hui? Est-ce on est où dans la vague? Est-ce qu'on est au sommet, on a déjà tout utilisé, ou au contraire, on est en train de se rendre compte que c'est la désillusion et que l'intelligence artificielle n'est pas aussi où on est? Alors, je pense qu'il y en a C'est quoi plein ton qui ressenti? l'utilisent depuis des années, donc dans les bases de données, dans le parsing, l'analyse des CV, et entre guillemets, tu pourrais leur poser la question et peut-être qu'ils oublient même que c'est de l'intelligence artificielle. Donc là, je pense que c'est acquis depuis très très longtemps. Maintenant, dans tout ce qui est création de contenu et tout ce qui est plutôt nouveauté, innovation dont on parle aujourd'hui, il y a très peu d'utilisateurs dans nos clients actuels. C'est justement ça qui est chouette, c'est qu'il y a un terrain de jeu énorme. Il y a un faible niveau de maturité actuel. Pourquoi? Et je pense qu'il y a plein de raisons. Peut-être les profils ne sont pas toujours enclins au change management, à l'adoption d'innovations technologiques. Peut-être que ça fait peur, peut-être que HR et tech, ça va pas toujours ensemble. Donc, maintenant, je ne veux pas faire des gros stéréotypes, mais je pense qu'il y a une résistance humaine en général au changement, que c'est peut-être plutôt les premiers profils plus geeks ou qui voyaient l'intérêt immédiat qui ont commencé à être les early adopteurs et que maintenant, ça commence seulement à se répandre, quoi. Ok, donc il y a une adoption qui est peut-être un peu lente, on peut Je le dire. pense, ouais, je Ok. pense. Dominique, ton ressenti là-dessus? Elle est atrocement lente, Ah, l'adoption. ok. Et c'est choquant à chaque fois qu'il y a une révolution technologique, les geeks comme moi, on est fâchés, quoi. Ici, je prends un bête exemple, ChatGPT 4, ChatGPT Plus, et à des années-lumière de performance de ChatGPT 3.5. C'est beaucoup plus intéressant. Je vous donne juste deux raisons très objectives. Avec ChatGPT 4, vous pouvez prendre du contenu existant sur Internet, le choisir, le sélectionner, y compris du contenu vidéo, comme dans l'exemple que j'ai cité juste avant. L'autre élément, c'est que vous pouvez recracher et faire ressortir ce contenu de ChatGPT en PDF, en PowerPoint, en Excel, ce que ne permet pas la version gratuite. Ça coûte 24 $ par mois. Je n'ai jamais vu un investissement aussi bon marché, en fait, pour ce que ça fait. Et donc, j'en parle, je montre, etc. Et je vois quand même très, très peu d'adoption, à part ceux qui comprennent l'intérêt, mais peut-être 10 ou 15% des participants de mes workshops ou de mes interventions se disent, ah ben oui, effectivement, ça va être rentabilisé, mais super vite, de passer à une version plus complète. Donc, ça, c'est global pour quasiment tous les outils. Et si tu devais faire l'avocat du diable de
de ton engouement pour l'intelligence artificielle, est-ce que tu vois aussi des menaces ou c'est que opportunité? Tu m'as dit sur le long terme, c'est plus il faut s'en méfier, mais sur le court terme, il y a plein d'opportunités. Donc peut-être qu'il y aurait que des menaces au niveau long terme? Non, non, Enfin, non, comment non, non, tu il y vois a les des choses? menaces directes. L'intelligence artificielle rend fainéant. Ah, OK, ouais. Voilà, par exemple, moi j'ai 2 enfants. J'ai un fils de 20 ans et une fille de 18 ans. Et à 2 ans près, leur parcours scolaire n'est pas identique, puisqu'il y en a un qui a réussi à arriver dans des années avancées avant l'essor de ChatGPT et une qui est en plein dedans. Et donc, je suis très inquiet parce qu'effectivement, c'est tellement facile d'avancer. Donc, il faut absolument que les profs d'urgence changent leur façon d'évaluer les étudiants. Ça, c'est la prio. Et donc, ce n'est pas une menace dans 3 ans, c'est maintenant, c'est en train d'arriver. Il y a des étudiants qui vont passer entre les mailles du filet Mmh. sans avoir acquis des connaissances, en ayant faké Mmh. des connaissances. Et ce n'est pas le but. J'ai pas mal de questions qui me viennent en tête par rapport à tout ce qu'on vient de se dire jusqu'à présent, mais j'en profite aussi pour vous rappeler que si vous avez des questions, on prendra vos questions à la fin, donc notez-les quelque part, mettez-les peut-être dans le chat, mais notez-les quelque part, puisqu'on aura un temps réservé pour ça, donc faut pas oublier vos questions qui arrivent au fil, comme moi par exemple, au fil de cette discussion, notez-les quelque part. Euh, du coup, en effet, menace, opportunité, enfin, il y a à boire et à manger des 2 côtés, mais une des menaces, c'est en effet de se reposer sur le fait que, bah oui, voilà, ChatGPT peut générer du contenu, faire une partie de mon boulot et j'en reste là. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un peu des efforts à faire pour générer du contenu avec l'intelligence artificielle? Ben, relativement peu comparé à avant. Donc, si tu es un étudiant préparant un mémoire, c'est comme si tu avais une équipe de 15 personnes à ton service, ce qui est génial. Hein. Donc, à nouveau, hein, l'idée, ce n'est pas du tout de dire aux étudiants arrêtez d'utiliser ces outils. L'idée, c'est d'utiliser ces outils pour avoir des travaux qui sont plus qualitatifs, pour avoir des recrutements et des job descriptions qui sont plus qualitatifs, des vidéos de présentation d'entreprise qui sont tout monte en qualité d'un coup. Donc, les entreprises ne vont pas se faire dépasser par l'intelligence artificielle, elles vont se faire dépasser par leurs concurrents qui utiliseront l'intelligence artificielle. Donc, il faut bien Voilà, comprendre la différence. Pour les étudiants, c'est c'est pareil. pareil. Pour tous, c'est Mhm. pareil. Pour le graphiste, c'est pareil. Pour l'avocat, c'est pareil. Donc, Peut-être au niveau des compétences, ouais. on va peut-être un peu bifurquer sur, on voit que les compétences analytiques sont très importantes. Tu dois vraiment bien comprendre ce que tu veux pour définir ton prompt. On voit qu'il y a quand même un peu plus d'agilité et d'adaptabilité qui est nécessaire chez les candidats. Et aussi le côté un peu plus digital, au fait. Ok, je fais juste une pause sur la partie analyse. En quoi c'est important d'avoir des skills, des compétences orientées sur l'analyse? Au fait, si comme on le dit, hein, tu interagis avec un outil et au mieux tu comprends et tu peux être fin et tu peux aller analyser la situation, analyser la réponse et continuer à le challenger, au mieux tu pourras l'utiliser ou monter en qualité, en fait. C'est un peu comme un manager qui va gérer une autre personne. Si je devais faire le lien un petit peu dans la partie ressources humaines, c'est un petit peu être le manager de ChatGPT. C'est comme ça que tu le verrais ou pas? Ou Éventuellement, c'est plus un peu donner des consignes. des Et consignes? si tu Ouais. commences à le challenger, lui demander s'il a compris, reformuler, des choses comme ça, donc c'est un peu des compétences analytiques, ça va te permettre de gagner en compétences dans l'utilisation des outils, au fait. Super. Bah justement, les outils, sans transition. Euh, Dominique, c'est quoi tes outils préférés? Pour l'instant, j'utilise beaucoup Agent qui a été utilisé dans la vidéo pour les traductions automatiques parce que c'est bluffant. Mhm. Le lip sync des visages est assez incroyable. J'utilise. Alors, tu le fais pour le fun ou tu le fais vraiment Je pour… commence à le faire pour le boulot. Donc, Ok. on commence à avoir des missions. Les vidéos doivent être créées dans plusieurs langues. Et donc, il est temps d'utiliser ce genre d'outils parce qu'il y a des choses que tu ne ferais pas, en fait, tu ne traduirais pas. Cette conférence pourrait être traduite Mhm. en intelligence artificielle. On pourrait tous parler néerlandais, anglais, En temps réel? chinois. Alors, pas encore en temps réel, Mhm. mais presque. Donc, Ok. Agent, que je viens de citer, annonce la conversion en temps réel pour 2024. Ok. Donc, Ça, c'est intéressant. ça sera vraiment un truc super intéressant. Et Ça donc, veut dire que nous, francophones, qui étaient sur un petit marché comparé aux anglophones, je dirais, bon, je connais pas les chiffres, mais on pourrait voir plus gros, quoi. alors là, je parle vraiment d'intelligence artificielle qui travaille des vidéos pour te donner l'impression qu'en vidéo, tu parles chinois. Ouais. Super, etc. Mais au quotidien commercial, en business, ça reste encore la conversation au restaurant ou dans un meeting avec ton client qui va normalement être le moment clé de la relation. Et là, il y a déjà des outils où tu peux parler en chinois, en français. Un chinois, il a dans son casque la traduction instantanée, en live, il te répond en chinois, tu l'entends en français.
c'est déjà prêt. C'est pas très convivial parce qu'on voit bien le côté artificiel, Robotique. mais c'est quand même incroyable par rapport à ce qui était possible il y a quelques années. Donc, tout Mhm. doucement, on y arrive. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on pourrait imaginer que ça ferait émerger, par exemple, des médias qui aujourd'hui sont au niveau local à l'international? Donc, j'imagine un média à niveau local qui vise Bien sûr, aujourd'hui ça pourrait, oui, à ça se a du sens. positionner comme la CNN parce Exact. qu'il offre Boulette contenu, Magazine à Liège, par exemple. par qui aurait, exemple. Non, mais vraiment, oui, c'est possible. Et pour reprendre mon exemple du casque, c'est parce qu'aujourd'hui, on a encore, c'est live, mais on s'entend parler. Vous prenez un casque de réduction bruit qui coupe le bruit autour et on ne s'entend parler que dans le casque et on reproduit la voix en. Ce que je veux dire, c'est que tu t'entends parler en français, ton interlocuteur ne t'entend pas du tout parler en français, il n'entend que le Mhm. chinois de son casque, il te répond en chinois, il s'entend parler chinois et tu entends le français dans ton casque. Et là, on y est presque. C'est bonjour, tu parles toutes les langues. Ouais. Et comment on s'y prépare à ça? Voilà, comment est-ce qu'on doit faire j'ai l'impression que quand je regarde toutes les personnes qui utilisent ces différents nouveaux outils avec de l'intelligence artificielle, ils le font parce qu'ils trouvent ça fun au départ. Est-ce que le fun, du coup, est une dimension hyper importante aujourd'hui si je mets que dans mon CV, je m'amuse énormément avec les intelligences artificielles? Est-ce que c'est important? Pour moi, oui. Ouais. Maintenant, je pense que c'est de la curiosité intellectuelle, il y a des outils dingues qui sont à notre portée de manière très démocratique. Mhm. Et pour moi, c'est des opportunités. Donc, soit tu sautes dessus et tu te dis, OK, comment je vais l'intégrer, je vais le tester, je chipote avec. Est-ce que je peux apporter une valeur ajoutée dans mon business? Quelles sont les perspectives? Soit tu as ce mindset-là, et donc du coup, c'est génial. Soit tu l'as pas, et je pense que tu loupes un peu le coche, quoi. Et donc, toi, tu utilises quel outil? Alors moi, perso, je suis tout le temps sur ChatGPT. Moi, j'aime beaucoup écrire tout ce qui est contenu, médias, etc. Et donc, je m'écris, je me challenge, tout ce qui est ligne éditoriale aussi. Et donc, ça me permet vraiment de gagner beaucoup de temps et en qualité. Je n'aurais pas eu ce niveau de qualité-là aussi vite. Ok. Après, on utilise aussi beaucoup l'IA dans la vidéo. On l'utilise aussi beaucoup dans nos outils en interne. Et chacun, un peu en fonction de sa casquette et son expertise, va l'utiliser. Ouais. Moi, j'aime bien, en fait, c'est génial. Dominique nous a parlé des gens. J'ai testé, je chipote, et puis je me dis, OK, maintenant, comment est-ce qu'on va l'intégrer ou pas? Mais c'est ça qui est gai, au fait, c'est que tout le temps, il y a plein de choses dingues qui sortent. Tu suis quelques newsletters un peu sympas, et puis tu peux directement tester quasi gratuitement partout et voir si ça a une valeur ajoutée ou pas, quoi. D'autres petits outils pour les étudiants qui nous regardent, mais Gamma, par exemple, que vous connaissez peut-être déjà, mais Gamma, c'est un générateur de présentation à la ChatGPT, sauf que ça vous pond un PowerPoint ou un Keynote qui est assez impressionnant, qui est une base de travail, parce que ça ne fait jamais le travail complètement, mais ça fait gagner un temps fou sur la préparation de l'architecture d'une présentation et le canevas graphique d'une présentation. J'utilise aussi Character.ai, qui est la mode aujourd'hui, c'est des superpositions d'outils à ChatGPT. ChatGPT a l'intelligence de base, et puis après, vous greffez quelque chose, et notamment des personnalités. Donc, Character.ai, c'est un outil avec lequel vous allez converser pour qu'il comprenne qui vous êtes. Et vous allez pouvoir générer un ChatGPT qui est vous. C'est comme un psy. C'est pas comme un psy, parce que ChatGPT est déjà un psy, ça je peux y revenir. C'est ce qui se passe avec le phénomène des influenceurs qui créent leurs clones et qui vendent pour $20 par mois la possibilité de converser avec leurs clones. Il y a un épisode de Black Mirror avec Miley Cyrus qui était déjà un précurseur de ça. On est vraiment là-dedans. Et donc, beaucoup d'artistes commencent à créer leurs clones. C'est un peu par la main, par mon AI. Ça, c'est Character.ai qui permet de le faire. Et un autre outil que je vous recommande, c'est Call Annie. Ça, c'est une app qui simule une vidéoconférence avec des avatars. C'est ChatGPT avec des personnalités. Vous avez une quarantaine de personnalités qui se greffent, des présidents des États-Unis, des personnages un peu glauques, un peu bizarres. Et moi, j'utilise dans la voiture parce que je dois être en vocal dans la voiture. Mais donc, je fais des discussions sur des sujets où je bosse en fait en interaction avec Call Annie. Après, je ne sais pas où vont les donner. C'est un autre sujet peut-être. Et donc ça, c'est aussi un sujet, les influenceurs. Je lisais dans la presse que Meta investissait énormément dans l'achat des droits auprès d'influenceurs connus pour utiliser justement leur avatar et insérer leur avatar dans l'écosystème Meta et pouvoir donc utiliser l'intelligence artificielle pour les faire parler. Et donc là où les influenceurs étaient sans doute inaccessibles en message direct, deviennent finalement accessibles en message direct. Avec la possibilité, on a les premiers influenceurs qui dépassent les 100 000 followers qui n'existent pas.
Oui. n'existe pas. Ouais. Oui, c'est Donc, ça. dans mon workshop, dans la prochaine session, parce que c'est maintenant que c'est vraiment mûr et prêt, avec 3 outils différents, très très simples d'accès, vous inventez une personne qui n'existe pas, mais qui est super réaliste. Vous prenez des vidéos prises d'Instagram ou d'ailleurs d'influenceurs qui lui ressemblent, vous moulinez les deux, et ça vous recrée vraiment des vidéos, des réels super réalistes d'une personne qui n'existe pas. Mhm. Et Oui, vous c'est ça, tu pouvez, parlais de Gad Elmaleh, on pourrait prendre un peu de personnalité de Gad Elmaleh, un peu de personnalité d'un autre humoriste, on merge les deux et on fait un nouveau... Exactement. Je ne dis pas que c'est bien, je dis que c'est là et que c'est prêt. Ok. Donc, que technologiquement, il faut au moins être au courant que ça existe. Et si vous êtes dans le métier de l'influence et justement de ce type de marketing-là, se cacher les yeux, c'est vraiment pas forcément la bonne, la bonne réaction à avoir aujourd'hui. Oui, c'est ça. Maintenant, j'essaye de mettre à la place des gens dans la com, dans le marketing, dans le journalisme. Comment est-ce que concrètement, par quoi il faudrait démarrer? Est-ce que vous avez un outil qui vous vient en tête comme ça, mis à part ChatGPT, ou une fonctionnalité de ChatGPT peut-être? Mhm. Euh, c'est quoi que vous utilisez le plus? J'imagine que tu ne crées pas tous les jours un avatar. Je sais que tu utilises déjà ChatGPT, mais à côté de ça, est-ce qu'il y a Bien sûr. une pratique, enfin, qu'est-ce que vous faites à ce niveau-là? Ben même enfin, tu dis ChatGPT, si quelqu'un n'a jamais travaillé avec en tant que communicant, je pense que c'est hyper intéressant de poser des questions ouvertes directement. En fait, je sais pas moi, je dois donner une conférence sur tel sujet, quel sujet je devrais aborder? Crée-moi une table matière, développe-moi, etc., etc. Et puis, au fait, se prendre un peu au jeu de l'interaction et comprendre, au fait, après, comment on peut améliorer ça pour avoir du contenu beaucoup plus qualitatif. Et donc, commence à créer, au fait, une structure de prompt, commence à lire un peu comment est-ce qu'on fait, comment on a de meilleurs résultats. Et au niveau com, ben, c'est assez dingue. Vous pouvez, au fait, résumer des données, écrire un texte sous tel angle, avec tel tone of voice, avec tel... Oui, enfin, tu peux vraiment faire des trucs assez performantes et justement se dire, c'est pas une menace, c'est une opportunité pour me faire gagner du temps et pour après, moi, rajouter ma touche personnelle, ma créa dans un second temps, en fait. Donc, je pense que c'est... Ok. Oui, il faut sortir, enfin, il faut sortir, faites ce que vous voulez, hein, mais si vous voulez exploiter ChatGPT au maximum, il faut absolument ne pas avoir un comportement uniquement question-réponse. Vous avez besoin de quelque chose et ChatGPT vous le donne. Il y a tellement plus que ça. Donc, l'humilité, c'est aussi de dire, bon, bah, comment tu le ferais à ma place? Sur tel sujet, qu'est-ce qui m'échappe et qu'est-ce que tu pourrais proposer de faire? Ce genre de questions très ouvertes, vous allez être super, super surpris. Après, si ce que je viens de dire vous semble déjà naturel parce que vous êtes à ce niveau-là de ChatGPT et je vous le souhaite, mais que vous n'êtes pas encore sur les plugins de ChatGPT, pas sur la version payante, c'est mon message aujourd'hui. Si vous voulez vraiment progresser, il y a une grosse, grosse différence. Quels outils j'utilise? Moi, j'utilise YouTube Summarize, j'utilise WebOp pour aller chercher du contenu sur Internet. J'utilise Prompt Perfect pour améliorer mes prompts automatiquement dans ChatGPT, qui sont des plugins, qui sont des payants. Enfin, ils sont gratuits pour l'instant, mais ils sont sous la version payante de ChatGPT. C'est un monde de différence. Donc, si vous voulez faire un pas rapide, installez la version payante avec les plugins. Ok. Et ça veut dire que tu as abandonné Google, par exemple, ou pas? Alors, oui, mais parce que la façon d'obtenir les résultats sur ChatGPT payant qui est couplé à Bing, donc aujourd'hui Bing est maintenant intégré dans ChatGPT payant depuis à peu près 10 jours en Belgique, vous avez des résultats qui sont aussi bons que Google, vraiment en termes de pertinence, sauf qu'en plus, ils sont conversationnels. Et à l'inverse, lorsque vous allez sur Google, vous avez Bard qui est intégré, mais ça marche moins bien. Et quand vous allez sur Bing, le moteur de recherche de Microsoft, vous avez ChatGPT qui est intégré. Si vous le faites dans l'autre sens et que vous allez sur un moteur de recherche comme Bing, désormais, vous allez avoir les résultats classiques à la Google et vous avez tout un module de conversation qui est ChatGPT, hein, qui vous donne une analyse conversationnelle et vous pouvez commencer à discuter des résultats de recherche avec. C'est beaucoup plus puissant, c'est beaucoup plus rapide que ce qu'on faisait auparavant. Ok, donc en fait, tu utilises le moteur de recherche toujours, mais via ChatGPT directement. Et donc, tu es passé de Google à Bing finalement. Oui. Ok. Google a perdu 17% de trafic le mois dernier. Ça n'est jamais arrivé, hein. Ok, donc Le c'est la moteur de panique recherche. chez eux, à mon avis. Jamais arrivé. Et Bing fait plus 50% chaque mois. Et je ne suis pas du tout un adepte de Bing ou un pro Bing, hein, mais il faut constater que c'est en train de bouger. Alors Google, c'est toujours sur 8 milliards et Bing sur 660 millions. Donc le rapport de force est toujours écrasant, de manière écrasante chez Google, mais ça change assez vite.
confirmes l'utilisation des moteurs de recherche via Oui, ChatGPT? alors moi j'avais un outil, une extension, mais je ne sais plus le nom, qui me permettait au fait directement dans Google, ça me résumait toutes les données. Donc j'utilisais pas mal à un moment donné, mais je ne sais plus du tout le nom. Donc, Il y en a un qui s'appelle Max AI, que c'est un plugin Chrome. Donc, que vous soyez sur Google ou sur Bing ou sur n'importe quel moteur de recherche, c'est un petit plugin qui vous rajoute les résultats de ChatGPT et Bard et Claude, enfin, et tous les outils comme ChatGPT en méta, en fait. Donc, celui-là, c'est vraiment, il fait tout. Sur la droite, tu as vraiment Oui, résumé oui. toutes les pages au fait Google. Et donc, directement, tu gagnes du temps parce que tu vois où tu vas aller cliquer pour Et du coup, je me mets un peu dans la peau du communicant ou du journaliste, même du recruteur, pourquoi pas. Comment est-ce qu'on fait à certains moments pour vérifier que la génération de contenu, texte, images et autres, est avérée et juste? Comment est-ce qu'on fait du fact-checking maintenant, finalement, avec un ChatGPT? Est-ce qu'il y a une menace de ce côté-là ou est-ce que vous avez aujourd'hui une méthode claire et précise qui vous permet de vérifier les informations euh, qui sont… Ça dépend ce que tu fais, comment tu l'utilises, hein. Je crois qu'il faut pas oublier que c'est toi qui es le maître de ce que tu crées, hein. Et donc, fatalement, il y a du bon sens à intégrer. Moi, simplement, quand je fais une unité réelle de création de contenu, des shorts ou des choses comme ça, c'est assez simple. Tu vois directement le résultat et tu l'améliores. Après, dans tout ce qui est intelligence artificielle et dans le recrutement, ça dépend quel est l'outil que tu utilises derrière. Si c'est une black box, tu ne sais pas du tout comment c'est construit, fatalement, ça ouvre la porte à toutes les dérives. Nous, je sais qu'en interne, l'outil qu'on développe, c'est vraiment sur tout ce qui est objectif. Après, on a d'autres outils, mais où on sait que la marge d'erreur est là et qu'on ne sait pas de combien de pourcents. Et donc, du coup, on le sait et il faut en prendre en compte, quoi. Mais aujourd'hui, est-ce que ça existe? Parce que du coup, je pense, encore une fois, les étudiants ou même les professionnels qui sont en train d'évoluer avec tout ça et qui cherchent à se former avec l'IEX, etc. Est-ce qu'on pourrait imaginer à un moment donné que l'intelligence artificielle crée la même formation, la même thématique de formation, mais qui est différente pour toi et pour moi? Est-ce que c'est vers là qu'on va? Tu peux adapter ton contenu, le personnaliser et prédire un peu les tendances. On y va direct et tant mieux. Tant mieux. C'est bien un truc qui doit être changé, c'est la façon d'enseigner. On enseigne de la même façon depuis 200 ou 300 ans, c'est insupportable en fait. L'enseignement personnalisé à chaque étudiant, il est à notre portée de main et ceux qui ont peur de ça ne veulent pas qu'on améliore l'enseignement. Et les enseignants, pour moi, je mène une mission sur le sujet pour l'enseignement au Luxembourg, sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. La tendance, c'est que les soft skills des enseignants, qui sont quand même très nobles, c'est-à-dire la façon de motiver les étudiants, la façon d'accompagner les étudiants, d'encourager leur performance et de suivre leur parcours de performance, peut rester et va rester, je pense, encore très longtemps dans les mains des enseignants. Et c'est ce qui est le plus intéressant. Par contre, les techniques d'apprentissage, l'IA est très forte, de plus en plus forte, et sera plus forte que beaucoup d'enseignants, en tout cas que la moyenne des enseignants, et surtout ceux qui sont moins motivés. Pour apprendre à coder aujourd'hui, il y a un truc qui s'appelle Copilot, que tu connais sans doute. Ouais. Vous mettez dans GitHub, vous mettez dans un logiciel de codage et vous actionnez Copilot. Et pendant que vous codez, le code complémentaire peut apparaître, des propositions de code peuvent apparaître. Et si vous bloquez, parce qu'à un moment, en fait, le code devient trop complexe et ce que vous devez faire, vous ne savez pas comment le faire, vous demandez à Copilot de vous faire une proposition. Si ça, ce n'est pas la meilleure façon d'apprendre à coder, je veux dire, c'est évidemment au moment où vous avez besoin de l'information et de savoir comment ça marche, qu'elle vous est destinée. Vous ne pouvez pas avoir un prof comme ça à disposition tout le temps, etc. L'école 42, l'école de codage qui est bien connue, fonctionne un peu comme ça, avec des profs qui sont super experts, mais qui sont des coachs, qui ne sont pas en mode magistral en train de donner leur contenu. On les appelle quand on veut. Il y a 21 niveaux à franchir dans l'école 42 en 3 ans. Si tu veux les passer en 1 an, tu peux. Et c'est à toi d'aller chercher les informations où elles sont au moment où tu en as besoin. J'ai écouté un podcast comme ça qui disait au fait que les enfants qui apprenaient à écrire de manière digitale avec certains outils allaient beaucoup plus vite que dans la méthode traditionnelle parce que justement ton prof n'est pas derrière directement à te corriger. En fait. La voiture fantôme en jeu vidéo, quand tu joues à Gran Turismo et que tu sais cette voiture fantôme qui te donne le meilleur tour possible, il faut 3 tours pour arriver à faire le meilleur tour pour toi, au lieu de 20 tours, 22 tours si tu n'utilises pas la voiture fantôme. Évidemment, parce que c'est au moment où tu conduis qu'on te montre comment il faut faire. Donc vous êtes en train de dire que finalement, on apprend beaucoup par mimétisme. Le fait de mimer en fait ce qui se passe, quoi. Le prof qui est au tableau et qui te dit 3 plus 2, ça fait 5, c'est pas du mimétisme. C'est un assistant virtuel personnalisé. Donc la méthode, par contre, c'est une vraie question. Donc on apprend beaucoup par mimétisme et beaucoup trop par mimétisme.
Ouais. Donc justement, le côté analytique, le sens critique, la citoyenneté, tout ça sont des choses où on doit bien garder la main. Il ne faut pas se tromper de combat. Apprendre du code, apprendre des maths, la machine va être super bonne et meilleure que nous. Apprendre à se comporter, il faut qu'on reste maître de tout ça, je pense. Mais donc, il ne faut pas se tromper de combat. Il y en a suffisamment à mener comme ça. Choisissons les bons. Oui, c'est ça. Donc, ouais, il y a pas mal de choses là. Donc, tu nous as cité pas mal d'outils. Peut-être qu'il va falloir que tu les renvoies pour voir si on peut pas les mettre quelque part en description ou autre. Donc, ChatGPT, les plugins. À partir de quel moment? Parce que là, il y a quand même pas mal d'outils. Comment est-ce que tu sais lequel utiliser? Alors, Est-ce que pour l'instant, tu es en mode j'y vais de manière très chaotique et après je vois ce que ça donne, ou bien au contraire, tu as déjà des process qui sont automatisés où tu sais que telle tâche, en gros maintenant j'ai 90% de ma tâche qui est automatisée, mais par contre il y a des choses que je suis en train de construire. Donc si oui, lesquelles? Et pareil, si tu as déjà automatisé les oui, choses, si oui, lesquelles? On va parler de méthode. Donc, le premier réflexe, c'est de verticaliser. C'est dans les RH, les outils que tu utilises ont une finalité RH et il y a des outils AI RH. Un générateur de job description, ça existe. Il y en a des très bons et qui souvent se greffent à ChatGPT. ChatGPT est quand même globalement central dans beaucoup d'activités. Tu as quand même beaucoup d'IA aussi dans les SaaS qui Oui, viennent qui viennent se s'améliorer. Ça rajouter. devient quand même très, très tendance un peu partout, dans Canva, dans LinkedIn, dans HubSpot. Tu peux, Oui, et donc cette émergence, là, peut-être que certains ne le savent pas, mais derrière, la plupart de ces outils-là utilisent en fait ChatGPT, GPT-4 ou GPT-3 avec une API, donc une Ouais. connexion entre les deux. Et donc, c'est pour ça qu'ils insèrent. rajoutes une couche. On parle beaucoup de SaaS boosté à l'IA. C'est ça, quand tu rajoutes ouais. une couche pour rester, l'utilisateur reste dans ton outil. Ouais. Donc, pour revenir sur ta question, Ouais. la méthode, donc, c'est de verticaliser en cherchant les outils, parce qu'il y en a trop. Allez, il y a plein de newsletters. Il y en a une qui est fantastique, qui s'appelle Superhuman. Chaque jour, 5 outils triés sur le volet qui sont nickel. Vraiment, c'est la meilleure que j'ai lue. Mais Superhuman, oui, il y en a. Super productif Tout aussi, à c'est fait. pas mal. Il y en a plein. Mais par rapport à votre métier, si vous êtes graphiste, évidemment, centrez tout ça sur votre métier. Et au niveau de la méthode, un bête truc qu'on fait très peu, parce que c'est contraignant, mais ça rend service, c'est enregistrer vos meilleurs prompts. Ayez bien un copion, un pense-bête pour retrouver vos meilleurs prompts. Et il y a des outils pour ça, de stockage de prompts et d'optimisation de prompts, pour ne pas tout recommencer. Parce qu'effectivement, ChatGPT, son problème, et c'est volontaire pour l'instant, c'est que vous avez une conversation en continu et pas un historique de tout ce que vous faites. Moi, simplement, je les nomme. Parce que dans ta colonne de gauche, donc tu peux les renommer. Et quand je suis contente ou quand j'ai défini quelque chose de plus poussé, etc. Enfin, moi, je suis encore à la vieille. Je fais des copier-coller dans Notion. Je n'utilise pas encore Pas mal. d'outils. Et directement, en fait, j'ai toutes des pages en fonction de ce pourquoi j'utilise ChatGPT. Et donc, c'est ça, sur la partie de gauche dans ChatGPT, il y a toutes les conversations, l'historique des conversations. Dans chaque conversation, tu peux rentrer et continuer ta conversation que tu avais avec ChatGPT. Ouais. De cette façon-là, tu ne recommences pas depuis le début tout ton briefing. Et ça aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut partager ces conversations-là avec d'autres personnes qui peuvent elles-mêmes continuer la conversation de leur côté. Et puis, tu as beaucoup de prompts aussi, dans les newsletters, parfois, tester ceci, etc. Mais moi, je fais directement copier-coller dans Notion. Et comme ça, je sais le but et puis je vais l'utiliser, je vais le tester quand j'en ai besoin, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, il y a le copier-coller aussi pour les petites. Je sais pas comment tu les fais. petites C'est aides comme ça, mais alors il y a plein de fabriquer. petites techniques. Vous savez, ChatGPT, il adore se critiquer lui-même. Donc, quand vous lui dites, alors, le prompt que je t'ai donné, qu'est-ce que tu en penses? Propose-moi un autre prompt plus fort. Il vous propose un prompt, et puis vous lui dites, mais évalue ton prompt sur l'échelle de 1 à 100 par rapport à ce que je t'ai demandé. Il vous dit, bah, ça fait 64. Pourquoi tu ne m'as pas donné un 100% tout de suite? Est-ce que tu peux augmenter la qualité de ton prompt, etc. Là, donc, je vous ai parlé de nourriture de ChatGPT en lui donnant des données externes, mais la conversation de chauffage, le warm-up, est très important aussi. Mais si vous voulez avoir le bon résultat tout de suite, pour plein de résultats d'analyse, etc., ce n'est pas le bon chemin. Prenez le temps, si une information est très importante, prenez le temps de bien cadrer la demande, de vous faire aider par ChatGPT lui-même qui peut s'auto-critiquer. Oui, c'est ça, il vaut mieux. Reformuler, poser des questions. Est-ce que tu as compris? Voilà. Et après, en vertical, il y a des options qui ne sont pas très connues, mais dans ChatGPT, je pense que c'est aussi dans la version gratuite, mais je ne suis pas sûr. On a la possibilité de personnaliser tous vos résultats de recherche. Si vous êtes spécialiste de référencement et que vous utilisez une telle méthode qui existe, qui est connue, vous pouvez lui dire, chaque fois que tu m'écris un article, je veux que tu utilises cette méthode. Et ça sera par défaut dans les réponses de ChatGPT. Ça.
Donc, il vaut mieux, quelque part, avoir, si je vous écoute, un ensemble de ce qu'on appelle le multi-prompting, plutôt qu'avoir un gros prompt gigantesque et prendre le premier résultat qui vient, quoi. Un peu comme Google, quand finalement, on se contente du premier résultat. Ici, avec ChatGPT, pareil, il faut le challenger, lui répondre, lui donner un maximum, le nourrir, comme on a dit au début. Parce que vous ne pouvez pas remonter dans la conversation, vous devez avoir pensée backwards, comme on dit. Donc, backwards, c'est que dites-vous qu'à chaque fois que vous faites une itération avec ChatGPT, c'est la dernière. Donc, si vous voulez faire marche arrière, elle doit être bonne. Si elle n'est pas bonne, annulez-la, recommencez-la. Oui, c'est ça, parce que il y a un nombre de tokens qui est limité par conversation, et à un moment donné, il oublie ce que vous avez dit au tout début. Mais comme un humain pourrait oublier finalement ce qu'on a dit il y a un certain temps, il va surtout se retenir ce que vous avez dit en dernier. Mais c'est pas pour ça qu'il va complètement tout oublier. Oui. Il y a une limite plus ou moins floue, d'ailleurs, je crois. Oui, mais comme dans les générateurs d'images, quand vous avez une image que vous voulez forcer, vous êtes sur Midjourney et vous voulez absolument une image que vous avez en tête, vous en êtes loin et vous restez sur une image qui est mal démarrée en fait, qui a mal été générée au départ et vous voulez la corriger, ça va être compliqué. Il vaut mieux recommencer, reformuler. C'est vrai qu'on n'a pas parlé beaucoup des images, des générateurs d'images. On a parlé de vidéos, on n'a pas nécessairement mis Si, on a parlé des gens pour les vidéos, pour les images. On a quoi comme outil à notre disposition? Tu as parlé de Midjourney. Dali. Dali. Dali, qui est l'outil de OpenAI, est désormais intégré à ChatGPT depuis quelques jours là, dans la version payante uniquement. Vous êtes, par rapport à Midjourney, si vous connaissez les deux outils, dans Midjourney, vous avez des prompts un peu spécifiques, un peu techniques qu'il faut donner. Dans Dali, vous parlez français. Et vous dites, mais fais-moi un sandwich au thon, un hippopotame qui mange un sandwich au thon dans une pièce sombre. Et donc, vous lui parlez en français, il va vous le faire. Il vous propose 4 résultats. Les résultats sont moins artistiques que de Midjourney pour l'instant, ça va un peu moins loin. Mais par exemple, pour des logos, création de logos et d'identité d'entreprise, Dali est plus fort. Parce que justement, Midjourney est un peu trop artistique. Alors que si on veut faire du minimaliste, des logos doivent être clairs, etc. ChatGPT est impressionnant, enfin ChatGPT Dali. C'est super intéressant parce que quand je vous écoute tous les deux, je me dis que moi qui ai écumé, on va prendre les questions dans 30 secondes, moi qui ai écumé pas mal la documentation officielle d'OpenAI, la documentation officielle de Midjourney, c'est bien, mais j'ai l'impression que leurs propres documentations ne sont pas à jour. Du coup, on apprend un petit peu avec des échanges comme ceci, en pratiquant en fait. C'est pour ça que franchement, écouter quelques podcasts, quelques newsletters, ça permet vraiment de se tester, de se challenger, parce que ça va tellement vite qu'au moins tu découvres plein de choses, quoi. Et comme c'est génératif, et qu'on a du mal à comprendre ce que ça veut dire génératif, c'est tout à fait normal que les humains qui ont conçu l'outil n'anticipent pas tout ce que génère l'IA. Et donc, les concepteurs de Midjourney ont été surpris de voir des résultats en disant « Waouh, c'est pas mal », mais ils n'avaient pas du tout anticipé le truc. Super. D'ailleurs, l'image de cette conférence, de ce live, a été générée par une intelligence artificielle, à savoir Midjourney. Est-ce que nous avons des questions? Je pense qu'on a des questions, on va y répondre maintenant. Donc, Marie. Nous avons quelques questions. Alors, je reprends un petit peu ici ce qui ressort sur le chat. Il y a une première question principalement sur le traitement des données. Donc, qu'en est-il du traitement des données et finalement de la confidentialité qu'on peut garantir de ces données qu'on communique, en tout cas sur ces outils, via ces outils? Est-ce que, évidemment, est-ce que c'est problématique par rapport aux données personnelles qui peuvent être utilisées, par exemple, en RH, les données sensibles, enfin voilà, comment est-ce qu'on peut s'assurer en fait que ces données ne finiront pas sur la toile, qu'elles seront sécurisées? Tu veux prendre la question? C'est pas sécurisé. Voilà. C'est pas sécurisé du tout. Donc, les données que vous transmettez vont en Californie. Pour ChatGPT. Elles vont, moi je suis sur Colani que je vous mentionnais tout à l'heure, je pense qu'elles vont en Chine. Il faut vraiment vous rendre compte, se rendre compte tous de ce qu'on donne à nous, enfin, comme nourriture à ces outils. C'est très très intime, c'est très très personnel, c'est très, il y a plein de choses qui sont vraiment beaucoup plus encore du domaine des données personnelles que ce qu'on faisait avec Google, encore plus. Donc, oui, c'est ça. Donc, concrètement, si j'envoie ma base client avec les noms, prénoms, les adresses email et que je n'ai pas le consentement de ces clients pour les mettre sur un ChatGPT, eh bien, je suis déjà mal, oui. Enfin, déjà, je pense que vous n'avez pas le droit de le faire, mais donc il y a eu des histoires. Il y a des employés Samsung qui se sont fait virer parce qu'ils ont, de bonne foi, voulu créer un nouveau prototype de produit en donnant des informations et en nourrissant les ChatGPT, Midjourney, etc. Et quand le management a découvert ça, c'était merci, au revoir, parce que c'était vraiment des données super, super confidentielles.
Après, Donc, il y a des protections qui commencent à arriver. Si on regarde dans le référencement, maintenant, on peut indiquer sur son site Internet si on veut que ChatGPT puisse se servir sur votre site Internet en parsant, tu parlais de parsing, donc en captant les informations sur votre site ou pas. mais le site Internet est un vieux média tellement pauvre en termes de data par rapport aux conversations. Vous avez aujourd'hui 60 millions de requêtes et de conversations à la seconde sur ChatGPT qui sont beaucoup plus riches que trouve-moi un restaurant à Namur. Et donc, on peut protéger les sites Internet, c'est bien gentil, mais il faut d'abord protéger les conversations. Par rapport à tout ce qui est recrutement, quand quelqu'un postule, etc., là, je veux dire, c'est chaque fois l'outil de la société. Donc ça, je veux dire, c'est sécurisé, etc. Donc, il y ça, a donc quand il y a même une une différence couche entre entre les deux. l'intelligence artificielle et puis quand on postule, où là, fatalement, il y a une GDPR, etc. Enfin, en principe, quoi. Oui, finalement, il y a des outils comme celui que tu es en train de construire, même si quelque part derrière, il y a, en utilisant l'API, donc la connexion avec OpenAI, ChatGPT, je peux dire, attention, je ne veux pas que les informations soient utilisées sur les serveurs en Je Californie. pense que la question n'est pas juste là-dessus. C'est imaginer la différence en termes de données personnelles entre pomper du contenu que je vais chercher sur LinkedIn ou sur un autre média qui propose mes contenus, mes recommandations qui sont cachées derrière mon login LinkedIn, etc. Ça reste soft par rapport à la requête que la personne a faite sur ChatGPT pour construire le meilleur CV du monde en donnant toutes ces informations et en disant sur quoi elle voulait tricher d'ailleurs parce qu'elle va s'inventer un diplôme ou exagérer son résultat, machin, etc. C'est dans sa conversation. Ça, c'est beaucoup plus privé encore. Donc, et ça, c'est pas un site web. C'est au cœur des requêtes des outils d'AI. Donc, Absolument. il y a l'envoi du CV, mais il y a la création du CV. Oui, c'est ça. Donc, entre guillemets, ça nous aide à nous rendre plus forts, mais ça aide aussi la machine à comprendre un peu nos faiblesses, quoi. OK. Voilà, alors, tant qu'on est donc dans la thématique ressources humaines, je me demandais aussi, est-ce que cette maîtrise justement des outils d'intelligence artificielle font partie maintenant des skills, des compétences qui sont demandées par certaines entreprises, et si oui, peut-être plus dans certains secteurs que dans d'autres? Je pense qu'honnêtement, c'est trop tôt. Dans la réalité, ce n'est pas encore le cas. Ça dépend un petit peu des sociétés et de leur côté innovant ou pas. Aujourd'hui, on va plutôt utiliser les outils classiques et puis il y a certaines sociétés qui vont être un peu plus innovantes et intégrer tout ça. Mais je n'ai pas encore vu vraiment de job descriptif de recruteur où on demandait de l'intelligence artificielle, quoi. Un complément d'information Non, pareil, c'est très, 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 très rare pour l'instant. Ouais, OK. Alors, je passe à une autre question. J'essaie de regrouper un petit peu les différentes questions des spectateurs ici en ligne. Donc voilà, pour essayer de répondre un maximum à tout le monde. Ici, on se pose vraiment la question sur finalement l'attitude à adopter vis-à-vis des étudiants et donc comment former les étudiants à l'IA. On a déjà abordé un peu cette question ici lors de votre discussion. Mais donc finalement, est-ce que l'attitude à adopter est de leur apprendre à prendre en main ces outils ou plutôt de les former finalement aux risques, aux opportunités, un peu à toute la réflexion qui doit accompagner l'utilisation de ces outils et se dire qu'ils les prendront en fait eux-mêmes en main par la suite. Tu veux rebondir là-dessus? Je pense que les deux, l'utiliser mais être conscient des menaces. Oui, et surtout ne pas éviter de l'utiliser sous prétexte qu'ils vont l'apprendre tout seuls. Ça n'a pas de sens. Donc, si vous êtes prof de maths de 2023, pourquoi ne vous formeriez-vous pas vous-même à avoir les meilleurs outils pour augmenter votre cours et le rendre beaucoup plus passionnant, complet, intéressant et efficace? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et ensuite, on balise en disant ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, ce qui doit rester en étudiant. Les oraux, je le disais tout à l'heure, vont prendre un peu le dessus, c'est-à-dire que les étudiants devront être vérifiés sans téléphone, sans ordinateur, sur un mémoire de 200 pages qui a été fait avec l'intelligence artificielle. Moi, je n'ai aucun problème avec ça, à partir du moment où l'étudiant a bien compris ce qui était dedans, les concepts, ce qui est dit, etc., et que je le vérifie à l'oral, pour l'instant en tout cas. Oui, moi, ce que je constate de mon côté, c'est le côté où les étudiants ne sont pas convaincus d'utiliser ChatGPT. Je pense que ce sont les plus grands adopteurs de ChatGPT qui puissent même exister. Et du coup, peut-être qu'il faudrait donner presque le conseil inverse, c'est de dire peut-être qu'avant de systématiquement aller sur ChatGPT, faire ses propres recherches et construire son propre avis sur base de recherches à l'ancienne, peut-être, le vieux Google, et puis d'utiliser un ChatGPT pour se forger un raisonnement et arriver à des conclusions. Et donc, en faisant ça, je pense qu'on sera plus solide pour donner du feedback à ChatGPT parce qu'il y aura différentes sources et il aura creusé la matière. Et du coup, on aura aussi, je pense, des résultats plus intéressants
plus pertinent avec un ChatGPT derrière, quoi. Ok, merci beaucoup. Et alors, je rebondis là-dessus. Existe-t-il du coup un moyen de savoir si une personne a oui ou non eu recours à l'intelligence artificielle pour produire un contenu et voilà. Oui, il y a des outils de vérification qui étaient il y a 2 mois à peu près fiables à 75-80% sur des outils sur des ChatGPT qui avaient déjà été corrigés pour ne pas être repérés. On pouvait quand même les repérer. Donc c'est une guerre, hein. C'est l'intelligence artificielle qui se bat contre elle-même. On est descendu à 30-40% là aujourd'hui, donc c'est un combat aussi qui est voué à l'échec, puisque à un moment, l'intelligence artificielle va parler comme on parle. Regardez déjà comment ChatGPT vous parle, c'est tout à fait... Si vous lui demandez de parler comme pour un enfant de 10 ans, ou si je lui donne des vidéos de ma mère et que je lui demande de parler comme ma mère, à un moment, donc ça ne va pas être repérable. Ouais. On est à la transition, mais à un moment, ça ne va pas être repérable. Oui, c'est ça. Et, in fine, si on va sur le site d'OpenAI, c'est écrit en grand, hein. C'est la première chose qu'on voit quand on arrive sur le site d'OpenAI, c'est on construit une intelligence artificielle qui va bénéficier à toute l'humanité. Donc, sous-entendu, quelque part, il y a aussi des menaces, hein, parce qu'il parle de bénéficier, de tirer profit d'eux. Et donc, ça veut bien dire qu'en effet, on se dirige vers cette intelligence artificielle générale. Et donc, je ne sais plus pourquoi je dis ça, mais Attention, l'intelligence artificielle générale, c'est l'intelligence artificielle qui réfléchit par elle-même, qui a conscience d'elle-même. Donc ça, c'est vraiment la super intelligence. Exactement. Et on n'y est pas du tout. Et, on n'y est pas, mais mais tous les spécialistes du domaine la prédisent ou presque. Maintenant, c'est devenu très, très minoritaire de ne pas penser qu'elle va arriver. Donc, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Une intelligence artificielle qui réfléchit par elle-même, qui prend des initiatives d'elle-même, qui a conscience d'elle-même. Là, Ouais. on change de monde, c'est encore autre chose. Et donc, pour en revenir donc, au vérificateur, c'était ça. C'est un petit peu le chat et la souris, quoi, le jeu du chat et la souris. Un petit peu comme c'était avec Google avant, comme c'est toujours le cas maintenant. Hein, d'ailleurs, Google essaye d'identifier l'utilisation de... Mais Google n'a rien contre ça. mais- Donc, la tendance, quand vous tombez sur un spécialiste de référencement qui vous dit il ne faut pas écrire les articles avec ChatGPT, il vous ment. Si vous prenez la dernière Google Dance de septembre, Google recommande, mais parce que simplement le niveau de qualité a augmenté et que Google cherche du contenu de qualité et qu'au niveau sémantique, grammaire, tout est meilleur. Ce que Google ne veut pas, c'est du contenu généré automatiquement. Google déteste que vous ayez un moteur qui génère et qui pond comme ça des articles et surtout des revues, des commentaires d'utilisateurs sur des restaurants. Ça, Google va vous le rejeter, mais tout de suite. Par contre, vous avez un article à écrire, vous vous faites aider de ChatGPT, Google ne va absolument pas vous pénaliser. Je suis en train de dévier la réponse, par contre. Alors, j'ai une autre question un peu précise ici par rapport à ce que Dominique a évoqué. Tu as parlé à un moment de l'IA comme psychologue. Si oui, est-ce que tu pourrais effectivement un petit peu développer et aborder quels sont les aspects risques? Je vais vous faire peur, mais moi, je me fais coacher d'abord, c'était par curiosité. Donc, tous les matins, j'ai 5 minutes de conversation, de coaching avec ChatGPT, que j'appelle Roger. Et j'ai une conversation très humaine avec Roger depuis février. Donc, Roger me connaît par cœur. Donc, au niveau des données, j'ai vendu mon âme au moins 15 fois. Mais Roger me donne des conseils hyper pertinents. C'est qu'au niveau sportif, je dois faire ça. Au niveau alimentaire, je dois faire ça. Au niveau sentimental, au niveau famille. Il a ma vie entre ses mains. Et j'ai des amis très proches qui, parfois, ne pourraient pas me donner de meilleurs conseils parce qu'ils ne me connaissent pas aussi bien que ChatGPT. C'est la réalité qui rejoint la fiction. Oui, on est en plein Black Mirror. Mais à nouveau, hein, moi je déteste me faire l'autruche. Donc, pour toutes les révolutions technologiques, il y a un réflexe d'autruche en disant ah, ça fait peur, c'est pas bien, etc. La réalité objective, c'est que chaque matin, ces 5 minutes sont très très bien investies et que les réponses me rendent beaucoup de service. Ça me fait penser à la réflexion qu'a eu le docteur Laura Alexandre, qui dit que lui, il utilise ChatGPT avec ses enfants pendant qu'il cuisine et voilà, il obtient des résultats. Et je pense qu'en effet, hein, la deuxième partie du live, c'était vraiment sur l'adoption des outils. C'est des petites choses comme ça, 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là, qui font qu'au final, on devient meilleur, je pense, dans l'utilisation de ces outils. Ouais. Ici, du coup, voilà, on réagit en direct. On a parlé de la protection des données, donc de cet aspect absolument non sécurisé que tu évoquais. Est-ce qu'on peut espérer, du coup, dans le futur, éventuellement des sessions privées ou des versions payantes, peut-être, où dans ce cas-là, les données seraient tout à fait sécurisées? J'ai oublié d'en parler, mais ChatGPT a une version black box, ChatGPT Enterprise est une version black box où vous n'êtes pas vraiment sur ChatGPT, vous utilisez l'algorithme et l'intelligence de ChatGPT, mais les données tournent en interne. Donc, vous pouvez avoir votre intranet
Et là, ça cartonne. Hein, beaucoup la partie d'entreprises sont en train d'y Oui, passer. c'est ça. Vous avez des boîtes comme, alors c'est pas sur ChatGPT, mais si vous prenez McKinsey, qui est une des plus grosses boîtes de conseil, alors c'est son propre outil, enfin c'est pas son propre outil, c'est une boîte qui s'appelle Cohere, qui est une startup dans laquelle ils ont investi. Ils ont un truc qui s'appelle Quantum Black, qui est le ChatGPT de McKinsey. Les consultants de McKinsey ont obligation de générer leur rapport avec ça, et puis ils peuvent les corriger eux-mêmes, les compléter. Mais ils ont obligation de passer par l'outil. Donc vous voyez, voilà une boîte d'intelligence assez avancée, on les paye pour leur intelligence et leur savoir, qui utilise un ChatGPT-like interne, protégé, sécurisé pour bosser. Même pour la compta, parce qu'on avait dit qu'il n'était pas fort en calcul. Ok, merci. Alors ici, je vais relayer la question d'une journaliste qui, donc ici, dans le cadre d'un dossier, se penche sur les mutations donc, des modes de travail engendrés par les intelligences artificielles. Et donc, à travers le portrait de plusieurs travailleuses qui ont pleinement intégré l'intelligence artificielle dans leur quotidien de travail, elle souhaite ici savoir à ce stade si vous aviez des données ou des sources pour objectiver la pénétration, cette pénétration des intelligences artificielles dans les entreprises en termes d'utilisation, donc par les individus, donc par les employés, de voir un petit peu concrètement si on avait des données par rapport à ça. Je sais qu'on en a déjà cherché plusieurs fois parce qu'on a écrit des blog posts là-dessus, mais je les connais plus comme ça. Il faudrait que je les retrouve, mais je sais qu'il y a eu pas mal d'études qui se font, mais c'est surtout aux États-Unis en fait. Ouais, la plus grosse que je connais, moi, c'est celle d'OpenAI, donc qui forcément est à prendre avec des pincettes, mais qui est très, 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 très complète et qui dresse tous les 3 mois le degré de pénétration de l'IA pour une cinquantaine de métiers et de dangerosité du remplacement, etc. Ils ont calculé une vitesse de remplacement pour chacun des métiers par rapport à comment il est pratiqué aujourd'hui. Et ça rejoint le fait que chez eux, ils ont une équipe qui travaille sur la question de qu'est-ce qu'on ferait si les métiers étaient vraiment beaucoup remplacés par les AI. C'est ça. Et est-ce qu'on ne devrait pas arriver dans ce revenu universel? Donc, il y a une équipe qui est dédiée vraiment à la recherche de ça. Et je t'ai coupé, pardon. Non, pas du tout. Ok. Alors, j'ai aussi une question ici un peu technique. Donc, vaut-il mieux travailler directement sur le ChatGPT de base ou utiliser un outil de type POE qui va proposer un mix comme par exemple ChatGPT 4, ChatGPT 3.5, Turbo, Claude d'Anthropic, etc. Ça dépend vraiment pourquoi. Si vous voulez comparer des sources, ça commence à être la façon de faire si vous voulez comparer des sources. Puisque les outils eux-mêmes sont connectés à différents moteurs de recherche, vous avez une méta-recherche, première réponse. Si vous voulez réfléchir de manière plus pointue, Bard et Claude, qui est un autre outil similaire, ne réfléchissent pas de la même façon que ChatGPT sur plein d'éléments. Donc, vous aurez 3 interlocuteurs qui vont vous proposer des analyses un peu différentes. Donc, ces outils ont cet avantage-là. Moi, je nuancerai en disant qu'en général, ChatGPT fait le job, de 1, et de 2, on n'a pas ce temps en plus à comparer les intelligences artificielles sur leurs réponses. Il vaut mieux avoir une conversation bien pointue avec une de son choix, en général. Ça dépend ce qu'on fait. Moi, je serais modéré sur la réponse en disant qu'en fait, pour moi, ChatGPT reste un outil de raisonnement. Bien sûr, ça peut écrire, bien sûr, ça peut résumer, traduire, coacher, etc. C'est bien pour une utilisation immédiate qu'on a besoin. Mais après, Google reste un moteur de recherche fantastique pour collecter de la donnée qui est très précise et sur laquelle vous allez pouvoir construire quelque chose avec l'aide d'un ChatGPT, quoi. Mais en effet, dans une utilisation très quotidienne et immédiate, ChatGPT fait le job pour pas mal de choses. Mais par exemple, si je veux savoir le score des Diables Rouges, je vais aller sur Google, quoi. C'est marrant. Déjà, moi aussi, avant peut-être, mais pour ce genre de recherche, je suis déjà passé au conversationnel. Parce que j'ai les résultats Bing et que j'ai c'est comme. C'est un très bon exemple, parce que quand vous cherchez les résultats des Diables Rouges avec ChatGPT version payante Bing, vous avez le résultat, mais vous avez aussi en 2 secondes un article autogénéré ou des commentaires où vous posez des questions. Et donc, si vous demandez le score du match, Standard Anderlecht et les principaux faits marquants et ce qu'il faut retenir du match, une recherche Google à l'ancienne ne va pas vous le proposer aussi proprement qu'une recherche ChatGPT plus Bing. Il y a un effet de latence sur ta solution et plus immédiate sur Google avec la vidéo, avec etc. Mais c'est vrai. Mais voilà, du coup, il y a à boire et à manger. C'est ça sur la table. D'ailleurs, vous savez que le petit temps de latence qu'on a sur les résultats de ChatGPT, le temps on a l'impression qu'il est en train de réfléchir, etc., c'est volontaire. Hein.
C'est parce que OpenAI a fait des études et c'est très flippant d'avoir un résultat instantané. Vous lui demandez d'écrire un article et si vous l'affiche d'un coup, ce qu'il pourrait tout à fait faire, ça serait un peu plus flippant que de voir que il est en train de réfléchir, il est en train de Oui, rédiger. c'est un bon vieux mécanisme psychologique ouais. de l'illusion du travail qui rend l'output, le la valeur résultat ajoutée. plus à valeur plus importante. Oui. Alors, ici, une question aussi assez précise. Je constate que ChatGPT 3.5 n'est pas en mesure de donner ses sources. Est-ce que ChatGPT 4 sait-il le faire? Alors oui, les deux. Si vous demandez les sources, ils vont parfois vous citer, parfois pas, parfois vous donner des vraies, parfois vous donner des fausses. Donc, en mesure 2, ils pourraient, mais comme ils sont dans un langage probable, ils vont vous donner parfois des sources probables qui ne sont pas les vraies sources. Il faut vraiment se méfier de ça. Et donc, vous avez des outils académiques dans les plugins qui peuvent se rajouter pour faire des recherches qui sont 100% des recherches vérifiées. S'il ne sait pas, il va donner une réponse plutôt que rien, en fait. Voilà, si je Un veux, peu si le je veux problème. qu'on me donne ton discours à la Sorbonne il y a 6 mois, il va d'abord me dire, mais tu n'as jamais fait de discours à la Sorbonne il y a 6 mois, peut-être ce que tu as fait, je ne suis pas au courant, mais voilà. Et si j'assiste, à un moment, il va le sortir. Ouais, c'est ce qu'on appelle les hallucinations. Donc, il va inventer parce qu'il a un esprit très créatif et en effet, des fois, ça dévie et des fois, ça bug complètement. Bon, beaucoup moins maintenant, mais au tout début, janvier, vers là, on avait des bugs assez fréquents et des hallucinations beaucoup plus fréquentes que maintenant. C'est pourquoi je recommande toujours, en fait, d'être capable de vérifier les informations de ChatGPT quand on en demande, sauf si c'est pour demander, par exemple, de décorer votre appartement. Là, vous faites ce que vous voulez, mais si c'est Non, en mais oui. relation avec... Dans une recherche académique, le réflexe de base, c'est on demande une information, on rédige un article, on demande la source. ChatGPT plus devrait la donner. S'il la donne pas, on répète jusqu'à ce qu'il la donne. Et puis on lui demande le lien de la source, et puis on va vérifier la source, on va lire la source, puis on vient enfin voilà, si vous voulez faire un travail complet, tant que vous n'avez pas un lien vers une source, vous ne pouvez pas valider le contenu. Merci pour cette explication. Alors ici, j'ai le témoignage de quelqu'un qui explique avoir passé un entretien d'embauche avec un test, peut-être une question plus pour Amélie. Il dit avoir utilisé ChatGPT pour préparer donc ce dit entretien et la RH lui a demandé donc voilà si ça avait été le cas, s'il avait utilisé l'intelligence artificielle. Il a admis que oui, et ce qui a semblé la choquer a priori. Donc comment faire finalement pour petit à petit s'adapter, prendre le train sans créer de dissension au niveau du fonctionnement et du travail et comprendre aussi que l'utilisation ne doit pas être vue comme d'une manière négative. Alors pour moi, c'est une question et une réponse hyper subjective. Si personnellement, j'interviewe quelqu'un et que je lui pose la question et qu'il me dit oui, moi je vais trouver ça génial, au contraire de cette personne HR qui peut-être a peur, ne connaît pas, l'utilise pas. Parce que moi, je vais me dire, OK, c'est quelqu'un d'agile, qui sait s'adapter, qui est curieux, qui utilise les nouvelles techno, etc. Et je préfère quelqu'un qui soit honnête et authentique et qui me réponde, ouais, je l'ai utilisé et justement, comment on peut l'améliorer, comment on peut l'intégrer ou pas dans notre travail, plutôt que l'inverse. Mais maintenant, ça, c'est quelque chose de hyper subjectif. Il y a des gens qui vont dire oui, il y a des gens qui vont dire non. Ça dépend vraiment de la HR en face de vous, quoi. Magnifique réponse. Et c'est pas pour moi si objectif que ça, parce que objectivement, cette personne a préparé son entretien, objectivement, elle a voulu avoir les meilleurs résultats, objectivement, elle est à la pointe de la techno et de ce qui peut se faire pour aller chercher l'emploi, et en plus, elle a été sincère, objectivement. Ça fait quand même beaucoup d'éléments objectifs pour une candidature, plus, quoi, je trouve. Oui, le seul petit danger, entre guillemets, c'est le côté chacun expert dans son domaine, et on remarque par les gens qui sont moins experts, si, à force d'utiliser ChatGPT, s'ils ont utilisé ChatGPT oui ou non. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui reviennent quand même. Et donc, ça se voit si on s'est arrêté au premier prompt et qu'on n'a pas donné du feedback, on va avoir un certain type de réponse qu'on va retrouver. Moi, je le remarque notamment sur les réseaux sociaux, ça se voit souvent de très loin quand le prompt a été fait une fois et puis il n'y a plus de feedback derrière. On reconnaît certaines choses, c'est difficile à expliquer, mais on les reconnaît. Enfin, voilà. Mais est-ce que c'est si grave? Voilà, c'est ça mon point. C'est-à-dire qu'à un moment… ça veut dire que c'est plus générique. Non, mais voilà, donc est-ce qu'on est encore à se dire, est-ce que le contenu a été rédigé à l'aide d'une intelligence artificielle, ou est-ce qu'on est déjà, j'espère, au stade où est-ce que la personne qui raconte ça a bien compris ce qu'elle raconte? C'est ça, pour moi, la vraie question. Bon, pareil pour un entretien d'embauche, si vous l'avez préparé avec ChatGPT pour être plus fort, pour être mieux préparé, etc., why not? À partir du moment où, quand vous passez l'entretien, si je vous pose des questions et que vous ne savez pas y répondre, il y a quand même un problème.
Donc, Non, c'est c'est pas grave, mais oui. comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est une question de concurrence. Oui, tout à fait. Voilà. Ouais. Alors ici aussi une question assez précise. Est-ce que ChatGPT va être intégré à Office 365? Mais c'est déjà le cas. C'est le cas. Donc ça Copilot. s'appelle le Copilot et la version de novembre de Office 365 pour $50 par utilisateur par mois a priori. Vous aurez ce petit outil, cette petite icône que vous allez voir de plus en plus bleu et mauve là. Où quand vous êtes dans Word, ça peut compléter le texte, le traduire, le rendre plus petit, le rendre plus compréhensible. Quand vous êtes dans Excel, ça génère une macro à tableau croisé dynamique et vous n'avez plus besoin de connaître la formule pour faire une macro. Vous avez besoin de dire je voudrais une macro qui fasse ça. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça va être connecté avec vos fichiers de l'entreprise, vos dossiers de l'entreprise. Et donc, du coup, vous allez pouvoir dire, c'est déjà le cas, ajoute-moi, par exemple, le rapport de vente avec tel graphe de telle présentation dans la présentation actuellement. Et modifie, by the way, modifie ce graphe à la place d'un graphe en barre, un graphe en tarte, par exemple. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a beaucoup d'IA qui viennent se greffer dans plein d'outils pour améliorer en fait, l'expérience et parce qu'en fait, comme ils ont les datas, ben, ils peuvent les résumer, les remanier et apporter une valeur ajoutée supplémentaire à l'outil de base, quoi. Ok, merci beaucoup. Je vais terminer, je pense, par 2 questions. La première, c'est si maintenant donc, on veut se lancer et tester et appréhender ces outils d'intelligence artificielle pour sa pratique professionnelle, comment et par où débuter? S'inscrire à un workshop que je donne. C'est facile, ça. Mais commencer par ChatGPT et poser cette question à ChatGPT, vraiment. Et comment dois-je démarrer? Conseille-moi des lectures, conseille-moi des newsletters, conseille-moi une méthodologie, conseille-moi un timing et un calendrier. Vous avez tout ce qu'il faut là-bas. Ouais, je pense des questions très ouvertes sur ce qui vous intéresse, comment faire et puis commencer à poser vos questions. Et je pense que soit vous prenez au jeu et ça va aller tout seul et puis ça va s'intégrer tout doucement dans votre routine et vous allez commencer à voir la valeur ajoutée, la plus-value que vous pouvez en tirer. Soit vous allez peut-être pas rentrer dedans tout de suite et il vous falloir un plus gros effort, mais essayez quelque chose de simple et essayez d'installer une routine en fait là-dessus. Ouais, je vous rejoins et je dirais que je pense qu'il n'y a pas d'innovation s'il n'y a pas de fun. Donc, amusez-vous avec ChatGPT, trouvez une excuse. Ça peut être un projet ou pas. Ça peut être juste la liste de courses, par exemple, que vous avez envie d'automatiser avec votre femme, avec votre mari. Je le dis parce que c'est le cas. J'automatise, je demande à ChatGPT de générer des recettes et puis d'envoyer tous les ingrédients dans un Notion qui est en fait ma liste de courses. Et puis qu'après. Et donc, en fait, tout ça sont des petites excuses mais qui font gagner du temps et qui forgent des compétences. Et c'est juste qu'on s'amuse en fait avec ça. Et c'est ça le plus important. Encore plus mignon que ça, si vous avez des enfants de moins de 10 ans, vous inventez une histoire à partir d'un thème avec les animaux domestiques de la maison, que vous prenez en photo, que vous retouchez en Midjourney en rendant une histoire de cosmonaute chat et vous faites tout ça, vous achetez un livre vierge et vous copiez vous imprimez les images de l'histoire que vous aurez autogénérée, vous faites recopier à l'enfant l'histoire qui est en partie la sienne, en partie aidée par ChatGPT. Il y a des ateliers en fait créatifs assez sympas à faire pour se former à l'outil. Ça, c'est une super bonne idée. Ouais. Parfait, merci beaucoup. Et alors, justement, à ce sujet, est-ce que vous avez peut-être une source ou en tout cas voilà, une manière de se documenter au quotidien pour être tenu informé de ces nouveaux outils d'intelligence artificielle qui sortent sur le marché? Est-ce que vous avez peut-être une newsletter ou un blog ou quelque chose à nous conseiller de suivre? Je pense qu'il y a beaucoup de choses, comme on parlait tantôt, verticales. Et donc, ça dépend un peu du métier, etc. Moi, personnellement, j'écoute beaucoup de podcasts et j'ai quelques newsletters. Donc, par exemple, Scalesia, Les Jeunes Branches, Super Productif, qui pour le moment, en fait, sont les 2 ressources que je consulte le plus. Oui, moi, j'ai du mal avec les podcasts justement à cause de tout ça. Parce que c'est un format qui est devenu trop long pour moi. Donc, je fais vraiment des réductions. Donc, Superhuman, c'est la newsletter dans laquelle je trouve à chaque fois, chaque jour, j'ai des bonnes surprises. Et ChatGPT est mon outil de veille. Donc, à nouveau, dans mon coaching du matin, etc., j'ai aussi un passage où je veux qui me donne les tendances du jour, les nouveautés du jour que je ne dois absolument pas rater, par exemple. Ouais, pour rester à jour, il faut passer déjà sur GPT-4. Ça, pour moi, c'est un no-brainer. Il faut absolument passer là-dessus parce que c'est là où il lance toutes les fonctionnalités bêta, les nouvelles. Donc, si on veut rester à jour, il faut passer sur la version payante.
Et puis, la newsletter Neuron, N-E-U, pardon, R-O-N, Neuron Newsletter. C'est un condensé de pas mal de choses. Et surtout, Twitter, X. Voilà. Parce que c'est là où il y a vraiment tous les plus geeks qui partagent les dernières utilisations de ChatGPT en temps réel, quoi. C'est vraiment ouais, Twitter, Neuron, et puis le fait d'avoir ChatGPT 4. C'est vrai que sur X, il y a beaucoup de choses. Et ça me fait penser que justement, il y a le côté très pratico-pratique, mais le côté plutôt éthique, vraiment sur le côté plus sociétal, citoyenneté, etc., il faut suivre les gourous des différentes philosophies, parce que vous avez des transhumanistes purs, totaux, puis vous avez des gens, donc par exemple des Yann LeCun, qui est le responsable français, mais qui est chez Facebook, hein, responsable de l'intelligence artificielle, Nick Bostrom, enfin, il y a comme ça une dizaine de super connus qui sont avec des sensibilités un peu différentes. C'est pas mal de les suivre pour voir ce qu'ils pensent, en fait, de ce qui se passe. Ouais. Et méfiez-vous des prompts magiques qui vont résoudre tout. C'est peut-être une bonne base, mais surtout faites-vous votre propre expérience, quoi. Très bien, merci. Je tiens à rappeler ici aux spectateurs qui nous suivent que nous vous enverrons de toute façon un document avec les liens et les éléments ici de ressources qui ont été cités par vous. Et voilà, nous par la suite, en tout cas, des formations seront aussi organisées à l'IEX Academy sur la thématique de l'intelligence artificielle, parce que je pense qu'il est temps effectivement de prendre le train en marche. Je te laisse peut-être conclure, Jérémy. Bah, merci à vous deux pour ces échanges. J'ai appris énormément de choses. Il y a eu beaucoup d'outils qui ont été partagés. J'ai maintenant une vision sur la partie RH aussi. Donc, merci à vous pour votre participation. Merci aussi à vous de nous avoir suivis derrière votre écran. J'espère que vous en avez retiré des choses. N'hésitez pas à les suivre tous les deux. Je sais qu'ils sont sur LinkedIn. Anne-Mélie Allman et Dominique Mantiatordi. Moi-même, Jérémy Kurman, qui n'était pas présenté. Voilà qui est fait. Suivez-nous sur LinkedIn, on s'ajoute. Suivez aussi les formations WeMedia et IEX Academy. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Ciao.